Nous poursuivons cette matinale avec un thème sensible mais essentiel, la dépression, les blessures intérieures et la santé mentale. Un sujet encore entouré bien évidemment de tabous, parfois même de jugements, alors qu'il touche de nombreuses personnes, souvent en silence. Pour en parler, nous recevons via appel téléphonique ce matin Monsieur Sago Agossou, il est clinicien et psychopathologue. Bonjour Monsieur Agossou et merci d'être avec nous. Oui, bonjour, Elkine, pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette émission. Bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Merci, le plaisir est partagé. Alors, nous allons y aller directement. Quand on parle aujourd'hui de la santé mentale, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? La santé mentale renvoie à deux notions principales. D'abord, à tout ce qui est anormal, donc l'ensemble des troubles observés au niveau du fonctionnement psychique de l'individu, mais également à sa capacité à fonctionner normalement, être en adéquation avec lui-même, à percevoir son environnement, à être en contact avec les autres, à s'adapter aux réalités de son entourage et à être épanoui. Donc, la santé mentale évoque ces deux approches qui sont vraiment complémentaires et liées l'une et l'autre. Il n'y a pas de normalité sans l'anormalité. L'absence de troubles au plan psychologique ne voudrait pas dire également dans la notion de la santé mentale qu'il n'y ait pas de problème. Il faut que sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, cognitif, le sujet puisse présenter une certaine cohérence, stabilité en termes de comportement, en termes de réaction, et pour qu'on puisse définir globalement si le sujet est en bon état ou non. Donc, pour faire court, la notion de la santé mentale renvoie non seulement à tout ce qui touche à la pathologie, mais également au fait que le sujet soit en bon état et fonctionne normalement par rapport à lui-même et par rapport à son entourage. Et je m'en vais bien évidemment vous poser la question, quelle est la différence entre une simple baisse morale et une véritable dépression? Alors, il faut dire que la détresse est un état dans lequel un sujet présente une souffrance émotionnelle et face à un événement, à une situation vécue qui est difficile à supporter, qui lui est traumatisant. Et cet état d'amertume, de souffrance, de gêne, caractérisé par la tristesse, les pleurs, ou également les plaintes, l'insomnie et la peur, etc. Lorsque cela s'aggrave jusqu'à paralyser, et bien sûr, le fonctionnement global du sujet, lorsque cela plonge le sujet dans un état qui le met en souffrance par rapport à son environnement, lorsque cela est prolongé, enfin, dans le temps, cela conduit à la dépression. On parle donc de la dépression. Le temps minimal pour diagnostiquer, pour parler de la dépression est de 6 mois au minimum. Et il faut dire
que la dépression est fondamentalement caractérisée par une tristesse profonde. Alors que la détresse, c'est passager. Le sujet, peut-être, quand il aborde l'événement qui l'a traumatisé, et il peut se plonger dans la tristesse, dans les pleurs. Est-ce que vous voyez? Alors que dans la dépression, cela ouvre le tableau de manière continue. Voilà, donc quel que soit le sujet que vous changez avec le sujet, avec une personne dépressive, et bien son état reste dans la tristesse, dans l'amertume. Il y a également une certaine pensée négative, un désespoir que les sujets dépressifs ont. Les sujets dépressifs n'espèrent plus en l'avenir. Il y en a même qui vont, grâce à la culpabilité, vont jusqu'à vouloir ôter leur vie, c'est-à-dire se suicider. Et là, nous rentrons dans les formes de la dépression, parce que la dépression, il y en a plusieurs formes. Et la dépression tout court, la dépression simple, mais il y a des épisodes dépressifs majeurs, c'est-à-dire que le sujet est dans un état profond de détresse, de tristesse, de désespoir, et nourrit le besoin de se tuer, de quitter ce monde, ne sent plus sa valeur, sa présence utile dans ce monde. Et également la dépression liée à la mélancolique. Également, donc, la dépression, même quand on l'aborde, a plusieurs facettes. Et cela va d'une simple dépression à une dépression chronique, une dépression en épisode majeur, etc., etc. Mais la démarcation est là. La dépression, c'est réellement un trouble mental. Alors, la détresse, c'est une souffrance psychologique qui est passagère. D'accord, M. Agossou, vous parliez tout à l'heure de 6 mois afin de pouvoir diagnostiquer bien évidemment la dépression. Et excepté, enfin, au-delà de ces 6 mois, si le diagnostic n'a pas été fait, à quoi est-ce qu'on peut réellement assister? Alors, il faut préciser que le diagnostic de la dépression ne se fait pas seulement en utilisant le facteur durée. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne pour poser ce diagnostic. Tantôt, je disais qu'il faut qu'il y ait présence de tristesse, il faut qu'il y ait présence de désespoir, il faut qu'il y ait présence d'une culpabilité ou d'autoculpabilité, etc., etc. Alors, il faut dire que c'est connu des cliniciens, ce que je dis, mais de citoyens lambda, eh bien, on ne sait pas cela. On ne sait pas cela. Et donc, si le sujet dépassait ce temps-là, eh bien, il faut comprendre que plus une maladie mentale prend du temps à persister, plus elle s'aggrave. Plus elle s'aggrave. Et quand elle s'aggrave, c'est que cela va vers une forme chronique plus dommageable que si c'était à un stade primitif, à un stade initial. Est-ce que vous voyez? Cela devient beaucoup plus envahissant, pathologisant, et cela engendre beaucoup plus de problèmes, de conséquences, d'impact sur le bien-être et sur l'environnement de l'entourage ou les personnes qui entourent l'individu en situation ou en proie à la dépression. Donc, c'est la personne qui se suicide. Le bout du tunnel de la dépression, la plupart du temps, c'est le suicide. Ce n'est pas le suicide, c'est que cette dépression peut avoir une autre maladie mentale en comorbidité, par exemple la schizophrénie, et c'est-à-dire l'état dans lequel le sujet perd complètement contact avec lui-même et avec son environnement, a une perception déformée de lui-même et de son environnement, et dans cet état, il y a tout un délire, il y a
tout un plongement dans un certain nombre de croyances, de perceptions qui ne sont réellement pas en phase avec la réalité. Et donc, la dépression qui n'est pas vite traitée et qui a pris le temps de mûrir, de grandir et d'envahir, peut conduire à des phases de troubles et de souffrances beaucoup plus complexes qui seraient difficiles de récupérer le sujet en proie à cette maladie. Nous allons y revenir. Dites-nous quels sont les signes d'alerte que l'on ne doit jamais banaliser. Alors, il faut dire que la première chose qu'il faut remarquer ici, c'est que les personnes qui sont susceptibles de développer un trouble dépressif sont à la base des gens qui se découragent très vite. Des gens qui sont très souvent en questionnement existentiel. Est-ce que c'est utile? À quoi est-ce que je sais dans cette vie? C'est des gens qui, en se percevant, se comparent souvent aux autres dans l'optique de se dire qu'ils sont en arrière. C'est des gens qui ne sont pas très souvent satisfaits d'eux-mêmes. Et vous voyez, ils voient par exemple quand on fait le bilan de l'année, vous voyez, c'est des gens par exemple qui voient que bon, l'année n'a pas été rose ou n'a pas été positive. Donc ils sont des personnes susceptibles d'avoir très souvent des pensées négatives et qui sont émotionnellement très sensibles. Très peu de choses les touchent et puis vous allez les voir pleurer, vous allez les voir de la tristesse, etc. C'est également la plupart du temps des gens qui ressassent beaucoup, qui ruminent beaucoup. C'est-à-dire que face à une situation négative ou enfin qui gêne, voilà, que ces personnes n'ont pas accepté, et bien ces personnes vont rester là, vont passer une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours à ruminer la même chose, à ressasser la même chose. Et donc, c'est des signaux qui montrent que, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le cumul, vous voyez, c'est le cumul de situations vécues sans issue positive, sans succès, qui, de fil en aiguille, convainc la personne et que, voilà, la personne n'a pas sa place sous ce soleil, plonge la personne dans un désespoir, et dès que cette personne se plonge dans cette dynamique-là, eh bien, bonjour les autres symptômes. Il faut aussi noter, et c'est par là que je vais chuter, que les personnes susceptibles de développer des troubles dépressifs ont un problème d'estime de soi. C'est des personnes qui n'ont pas une très forte estime de soi d'elles-mêmes. Et ce qui fait que il y a un complexe d'infériorité qui se met en place et qui fait qu'ils n'ont pas confiance en soi. On peut arriver à surmonter, à surpasser cela. Nous devons dire à ces personnes de travailler pour avoir une bonne estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que l'on se donne, c'est la valeur que l'on a de soi. Est-ce que vous voyez? Et chacun doit pouvoir savoir ce qu'il vaut, ce qu'il est, et ne pas forcément être susceptible de définir sa valeur en fonction des jugements extérieurs. Ce n'est pas les autres qui déterminent qui nous sommes, c'est plutôt nous-mêmes qui déterminons qui nous sommes. Et à force de vivre au dépend du jugement des autres, eh bien, on n'est pas souvent là où on doit être, on n'a pas souvent une bonne estime de soi. Donc la première chose à faire, c'est de s'examiner et de se définir ses propres qualités, ses propres valeurs. C'est très important. Ce que je vaux, c'est très important. La deuxième chose, il faut avoir un sens pour sa vie. Il faut
se dit que l'on est là pour une raison. Et donner un sens à sa vie fait qu'on s'accroche à la vie. On sait qu'on est là pour quelque chose. On est motivé pour quelque chose. On est passionné pour quelque chose. Et même quand on connaît des échecs, on ne se décourage pas. Parce qu'on se dit, quoi qu'il arrive, l'on va accomplir ce pourquoi on est là. Troisième chose à faire, il faut évidemment avoir de l'espoir. Savoir que l'échec n'est pas la fin et ne veut pas dire qu'on n'est rien ou qu'on n'est pas capable. Voilà. Là également, il faut savoir interpréter l'échec. Parce que vous imaginez, il y a beaucoup qui font de la dépression parce que tout simplement, ils ont perdu leur boulot, parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi à un examen, parce que tout simplement, ils ont connu de divorce dans leur mariage, etc., etc., etc. Et je finirai par dire tout simplement qu'il faut également de lâcher prise. Lorsqu'on connaît des échecs, lorsqu'on connaît des situations douloureuses, de viol, de trahison, etc., etc., il faut accepter. Je vais finir par là. Il faut accepter. Il faut apprendre à accepter tout et à apprendre une leçon de tout ce qui nous arrive. Chaque chose qui se passe dans notre vie nous communique une leçon. Et lorsqu'on a un mode de vie qui est assis sur tout ce que je viens d'expliquer, il serait très impossible, je dirais même quasiment impossible à une personne d'être victime ou de développer le trouble de la dépression. Monsieur Sagbo, derrière, bien évidemment, la dépression, il y a les blessures intérieures. Alors, que peut-on comprendre exactement par là? Parlant bien évidemment des blessures intérieures. Alors, les blessures intérieures sont en fait ce que nous pouvons appeler, pour essayer de caricaturer, des chocs émotionnels que nous avons suite à une expérience négative ou peu satisfaisante que nous avons dans telle ou telle situation. Et on dit intérieur parce que c'est ressenti. Ce n'est pas sur le corps, c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau des ressentis. C'est vécu de l'intérieur. Voilà. Et cela montre quand même qu'il y a une souffrance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que nous avons subi quelque chose qui ne va pas. Et très souvent, on en connaît quelques-unes. On parlera de blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures, etc., etc. Donc voilà, il y en a, je crois, au nombre de 5, j'ai quand même cité un certain nombre. Et lorsque cela est ressenti, eh bien cela nous crée en nous des complexes, crée en nous des blocages, modifie notre comportement d'une manière ou d'une autre dans certaines situations données. Voilà alors, donc ce que je peux dire, madame. Alors, monsieur Sagbo, dites-nous pourquoi est-ce que certaines blessures restent quand même actives quand bien même que les événements sont anciens? Mais bien sûr, parce que nous sommes êtres dotés de mémoire et nous parlons quand même des blessures issues des expériences, madame. En fait, lorsque nous faisons une expérience, nous faisons cette expérience avec notre corps, mais également avec notre âme et notre esprit. Et donc, les blessures dont vous parlez, qui est les blessures intérieures, c'est ça encore ce que les religieux appellent les blessures de l'âme, pour dire que notre corps est sensible autant que notre âme l'est. Vous voyez? Donc, si nous sommes capables d'être sensibles à un toucher, nous sommes également sensibles à quelque chose qui peut toucher notre âme, donc notre intériorité. Alors,
au cours des expériences que nous faisons forcément soit des expériences positives, satisfaisantes, soit des expériences négatives. Alors, quand elles sont négatives ou peu satisfaisantes, nous sortons de cette expérience marquée. La matière intérieure, notre psyché, qu'on appelle également en d'autres termes l'âme, est marquée. Et donc, la trace de cette expérience-là reste. On parle de la trace mnésique. Donc, c'est comme s'il y a une mémoire, un retentissement de l'événement que nous avons vécu. L'événement a cessé d'exister, mais sa trace et sa marque continuent de résonner en nous. Si l'expérience est positive, nous allons résonner, nous allons ressentir sa trace, sa marque laissée en nous dans le sens positif. Je vous donne un exemple. Pas la parole, mais bien évidemment, nous tendons justement vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Alors, dites-nous, peut-on réellement guérir d'une dépression et des blessures intérieures? Bien sûr, on peut guérir, Il y a beaucoup de méthodes de guérison aujourd'hui qui font des merveilles. Est-ce que vous savez que l'âme n'a pas de comprimé, il n'y a pas une pharmacie pour l'âme? Et donc, ce qui guérit les blessures intérieures, les blessures de l'âme ou les différents traumatismes ou blessures qui engendrent la dépression, et c'est bien sûr des psychothérapies, des méthodes de traitement psychologique qui permettent aujourd'hui d'éradiquer ces maux de l'intérieur. Et voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas un accès facile à un professionnel, que recommandez-vous, bien évidemment, comme un premier pas? Et notre objectif, c'est de rendre accessibles les soins de psychologie à tout le monde. Donc, dire que ceux qui n'ont pas l'accès facile à un professionnel, aujourd'hui, il faut dire que les psychologues courent les rues. Le pays, le gouvernement, l'université en a formé suffisamment des psychologues de très bonne qualité qui sont disponibles aujourd'hui et qui ont les moyens de nous soigner. Donc, il suffit seulement de chercher, comme vous avez cherché, vous êtes tombé sur un. Voilà. Et donc, maintenant, quand on a l'accessibilité, l'autre chose, c'est est-ce qu'on a les moyens financiers pour suivre son traitement? Alors, si on n'a pas les moyens, nous pouvons donner quelques astuces qui peuvent aider. Le premier astuce, c'est déjà commencer par avoir de l'espoir. Nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui connaissent des gens qui souffrent de la dépression ou qui souffrent de la dépression, qui nous écoutent directement, nous leur demandons d'avoir de l'espoir. L'espoir est permis. Et tant qu'il y a espoir, eh bien, tout peut redevenir dans l'ordre. Il faut commencer par espérer que ce qui s'est passé là peut changer. Le changement est possible. La deuxième chose que nous voudrions les conseiller, il faut commencer par accepter ce qui vous ronge, ce qui vous blesse, ce que vous ne supportez pas, ce qui vous est difficile à supporter, ce qui vous fait pleurer, ce qui fait que quand vous dormez, quand vous vous couchez, vous ne dormez pas, vous ne trouvez pas le sommeil, ce qui crée de la peur, de l'angoisse en vous. Commencez par l'accepter, chers amis. Parce que si vous ne l'acceptez pas, c'est ça qui va vous détruire. C'est ça qui est à la base de votre maladie. Donc, commencez par dire, moi, tant j'accepte tel problème qui m'occupe, qui occupe mon esprit et qui me trouble en ce moment. Rien que ces deux astuces, eh bien, je pense que cela peut beaucoup atténuer les souffrances, les symptômes de la dépression, et puis le reste se fera une fois en salle de consultation avec le thérapeute ou le psychologue.
Monsieur Agossour, avant de conclure, hein, bien évidemment, parce que le temps est notre seul maître sur ce plateau et nous ordonne justement de conclure, j'aimerais bien évidemment que vous vous adressiez directement à ceux qui nous regardent ce matin, nos chers amis et téléspectateurs. Nous voudrions tout simplement leur dire, tout simplement que la dépression n'est pas une maladie incurable. La dépression n'est pas une maladie incurable. La deuxième chose, nous on leur dit de savoir que s'ils espèrent, tout peut changer dans leur vie. Il suffit qu'ils commencent là où ils sont maintenant au moment où ils nous écoutent. Tout commence par là. Tout peut changer et il y a beaucoup d'aides. Il y a des gens qui sont disponibles pour les aider, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Nous vous remercions vous aussi, chers journalistes, pour avoir organisé cette émission en faveur de notre chère population en proie à diverses souffrances telles que la dépression. Je vous remercie pour m'avoir accordé ce temps d'intervention pour le bien de notre population. Merci beaucoup, Monsieur Agossour Sagbo. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicien et psychopathologue. C'est bien évidemment cela. Bien sûr, c'est de ça. Retenons une chose, chers amis téléspectateurs, prendre soin de sa santé mentale, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. Et si vous vous reconnaissiez dans ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans ces conditions. Votre émission, La Matinale, se poursuit. Mes pensées de soprano pour accompagner notre invité de ce matin.